Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. On est toujours content d'avoir l'occasion de pouvoir parler de notre activité. C'est un petit peu différent de la première intervention puisque là, on va un petit peu plus parler de nous. Alors c'est toujours un peu spécial. Donc moi, je m'appelle Tristan Maraoui. Donc je suis directeur associé de l'agence Nclick. Et donc je suis avec Valentin Riboul. voilà. Euh, alors, on va d'abord revenir un peu sur notre parcours à tous les deux, sur notre parcours ici, à Paris 4, puisque c'est de là qu'on s'est rencontrés. Et puis après, on va essayer d'aborder un peu notre parcours en tant qu'entrepreneur, puisque on est dans notre 5e année d'activité maintenant. Et on va essayer de donner notre point de vue sur ce qu'est la sociologie appliquée, en tout cas pour nous, dans notre quotidien de professionnel, si on peut dire ça comme ça. Alors déjà pour commencer, notre histoire un peu, c'est-à-dire on va parler de notre parcours, c'est un petit peu une histoire commune, assez particulière, ça a son importance. En fait, on s'est rencontrés le premier jour de la réunion de pré-rentrée de L1. C'était quoi, 2007. C'est Valentin est la personne à côté de qui je me suis assis pour cette réunion de pré-rentrée. Euh, donc c'est toujours un peu drôle. Et au final, on s'est suivi tout au long de notre parcours universitaire et on a fini par monter une société ensemble. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Comme quoi, il existe aussi des sentiers de dépendance. La sociologie théorise ça. Il y a des petites décisions comme ça qui créent des phénomènes d'inertie ou des coups de foudre intellectuels. Je sais pas s'il était intellectuel à cette époque-là, mais Il était en questionnement. Et donc suite à notre rencontre, on a suivi en fait le cursus Paris 4. En fait, on a fait la licence de l'A1L1 à L3 à Clignancourt toujours. Et ensuite, on a fait le choix pareil de faire le M1. Avec M1 Pro. avec l'idée de vraiment de le faire tous les deux on voulait vraiment le faire en pro. Ce qui nous a intéressé dans les M1 c'était notamment la création d'un mémoire sur un sujet de notre choix. C'est vraiment des choses qui nous ont intéressés. Tristan les a fait sur les carrières de basketteurs, sur les trajectoires des carrières de basketteurs. Moi je les ai fait j'ai relié le supporterisme à la religion, en suivant pendant une année les supporters du Paris Saint-Germain en déplacement, tout ça, et en essayant de relier le supporterisme à la religion. Et ensuite, on est arrivé en M2 avec la première année du partenariat de la Pure. Donc c'était vraiment une motivation supplémentaire de réaliser une enquête pour de vrais commanditaires, avec des vrais résultats qui sont vraiment utilisés, avec un vrai terrain où on vous prend pas pour un... nous quand on faisait le terrain on n'était pas étudiants quoi. Par les commanditaires on était vraiment pris au sérieux quoi. Ça rebondit un petit peu sur le travail que vous avez présenté. Je pense que c'est une vraie richesse en fait dans un parcours. Ça nous a aussi donné beaucoup de confiance en fait pour la suite. C'est-à-dire que de mener un projet comme ça pour un commanditaire, même en tant qu'étudiant, et même si maintenant quand on revient sur ce travail qu'on a fait, on peut constater peut-être des petites faiblesses qu'il pouvait y avoir ou des choses qu'on aurait pu mieux faire. Ça c'est toujours la même histoire, mais en tout cas c'est vraiment un projet qui a permis de nous confronter avec commencer à nous confronter avec le monde professionnel et nous donner un petit peu l'idée de nous projeter à l'avenir. Je tenais quand même à dire que en fait, c'est en master, en tout cas personnellement, que j'ai vraiment découvert ce qu'était la sociologie au final. En tout cas, j'ai eu cette impression-là, moi, personnellement, individuellement. Dans le sens où la construction du mémoire et le travail de réflexion autour a vraiment permis d'ouvrir plein de choses dans nos esprits et dans la manière aussi de rédiger, parce que c'est quand même assez exigeant comme travail, un mémoire. Et donc c'est vraiment en master en tout cas que je me suis rendu compte de l'intérêt que j'avais vraiment pour cette discipline.
C'est là où en fait on a vraiment commencé à appliquer tout ce qu'on avait appris, toutes les techniques d'enquête qu'on avait appris. Là, c'était vraiment le moment où on pouvait l'appliquer entre guillemets en dehors d'un cours, en dehors d'une note, en dehors d'une. Voilà, c'était vraiment pour nous qu'on le faisait. D'ailleurs, cette référence de la pure, nous, elle nous a servi dans notre. On attrape encore des contrats aujourd'hui avec cette référence de la pure. Parce que la pure, ça reste une référence dans la sociologie urbaine et que c'est une carte d'entrée pour nous, pour pas mal d'appels d'offres, c'est une carte d'entrée hyper importante. Et donc on la vend toujours comme une de nos études phares en sociologie urbaine. Donc en fait en fin de M2, donc M2 Pro, vous le savez peut-être, on doit réaliser un stage de fin d'études. Valentin l'a réalisé au ministère des Sports suite à l'écho autour de son mémoire qui a fait un petit peu, qui a réussi à lui donner accès à certaines, comment on peut dire, certaines personnes. En tout cas, il a eu son stage au ministère des Sports sur la question de la charte des supporters, tu m'arrêtes si je me trompe, et sur la question un petit peu des... création d'un outil voilà. national de référencement de tout ce qui est violence, discrimination et racisme dans le sport. Dans le sport. Voilà, et moi personnellement, je l'ai réalisé dans un labo de recherche qui s'appelle le CESDIP, donc à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui est un labo CNRS, qui travaille sur la question du droit des institutions pénales, donc aussi sur toutes les questions de violence, délinquance. Voilà. Et donc je l'ai réalisé personnellement, moi, un travail sur les agressions sexuelles, la constitution d'une base de données sur les agressions sexuelles à partir des unités médico-judiciaires. Donc en fait les urgences hospitalières qui accueillent les victimes de violences sexuelles et qui les examinent. Donc on a réalisé ces stages-là et on a validé notre M2 brillamment. Mais ça ne nous a pas empêché de nous poser la question, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et un petit peu comme tout au long de notre parcours, on s'est interrogé mutuellement. C'est-à-dire que l'idée était, est-ce qu'on part chacun de notre côté et on se débrouille ? Moi, personnellement, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Peut-être une thèse, j'avais un petit peu des idées en tête. Valentin, bon, je ne peux pas parler pour lui, mais je crois voulait plutôt trouver un travail plutôt que de continuer en thèse. Et en fait, on s'est quand même posé la question ensemble. Donc, est-ce qu'on se sépare là maintenant ou est-ce qu'on essaie de développer quelque chose ensemble, comme on a pu le faire déjà depuis 5 ans. Et donc, il y a pas mal de questionnements qui sont venus. Donc déjà, une réflexion globale, est-ce qu'on a envie d'être salarié ? C'est une question qui nous a animés. Vous avez la réponse aujourd'hui, hein, c'est facile. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une grande différence entre la position de salarié et d'entrepreneur dans cette espèce d'idée de liberté, etc., qui n'est pas totalement vrai, hein, mais en tout cas au moment où on s'est interrogé, c'est vrai qu'on s'est dit que peut-être c'était le moment d'essayer de faire notre truc, sachant qu'en sociologie appliquée, vous le savez peut-être, ou en tout cas vous le verrez, c'est pas un domaine qui est très très développé en France, donc il n'y a pas non plus des centaines d'opportunités chaque mois pour être chargé d'études en sociologie. Donc c'était peut-être le moyen aussi de nous trouver notre manière de faire. Il y a un deuxième paramètre qui est rentré en compte, c'est le contexte dans lequel on était individuellement, un contexte favorable. Donc là, c'est un petit peu les conditions socio-économiques, pour parler plus crûment. On n'avait pas de loyer à payer. C'est important quand on décide de se lancer et qu'on ne travaille pas comme paramètre. Donc on pouvait se laisser un certain temps avant de commencer à gagner vraiment de l'argent. Et à côté de ça, il n'y a pas beaucoup d'investissement dans l'entreprise en sociologie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas acheter des machines, on n'a pas besoin d'investir tout de suite avec des employés ou des logiciels ou tout un tas de choses, que dans d'autres domaines on
peut avoir besoin. Donc on avait ce contexte, on va dire, assez favorable pour se lancer. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas hésité. Et bien sûr, le troisième paramètre, le fait qu'on était deux, ça aide beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans l'entrepreneuriat. Et donc le fait d'être à deux, ça permet aussi de se souder et de répondre un peu, enfin, d'avoir un peu de partager les problèmes. Ça n'enlève pas les problèmes, mais au moins, on a quelqu'un à qui en parler. C'est exactement ça. C'est au moment où vous dites bon, allez, parce qu'au départ c'est quand même parti d'une vanne. Toute notre master, on était ouais, plus tard on montera notre boîte et puis on montera une multinationale de sociologie, ce sera génial et tout. Cette blague est au final devenue, bon, pas vrai, mais Pas totalement vrai non plus. Vous pouvez le dire, hein, vous êtes à la tête d'une multinationale. mais ça nous a encouragés. Et donc le jour où, du jour au lendemain, vous dites à vos proches, bon bah voilà, je sais que là pendant 1 an ça va être très dur, je vais pas gagner d'argent, je vais avoir plein d'incertitudes parce que bah, du jour au lendemain vous vous lancez, personne vous connaît, vous êtes personne. Et donc il faut que qu'on s'épaule quoi, donc on s'est épaulé. Et ce qui était cool, c'est qu'on n'avait pas vraiment besoin d'argent, on se retrouvait le matin, on avait besoin d'un ordinateur, de nos têtes, et puis d'essayer de développer des choses. Ce qu'on avait déjà, c'était le statut d'auto-entrepreneur. On l'avait fait pendant notre master parce qu'on avait participé à des petits boulots, on faisait des petits boulots. Certains doctorants étaient en contact avec des entreprises, avec des conseils départementaux. Et donc on réalisait des petites tâches d'enquête, passation de questionnaires dans des parcs, on faisait des entretiens. Et donc on nous avait demandé de prendre un statut d'auto-entrepreneur. Et donc en fait on s'est lancé en disant bon, de toute façon on a le statut d'auto-entrepreneur. On avait fait une demande d'ACRE. La demande d'ACRE en fait c'est quand vous êtes demandeur d'emploi et moins de 26 ans. 6 ans. Vous avez les taxes qui sont, au lieu d'être taxé à 20%, vous êtes taxé à 3%, puis à 5%, puis à 15%. Et ensuite à sur 3 ans, ce qui peut permettre le taux plein à 20%. Donc nous, ça nous laissait un peu de temps pour nous lancer. Et en plus, on avait déjà fait la procédure. Donc voilà, donc quand on s'est lancé, on s'est dit, écoute, on se laisse 1 an. Dans 1 an, si vraiment on n'a rien, on se reposera des questions. On se proposera des questions différentes et on fera d'autres recherches. Donc ce qu'on a tout de suite fait, c'est de poser sur papier, en fait, en voulant créer notre site internet. On s'est dit, voilà, c'est le moment où on doit dessiner ce qu'on veut faire et là où on va aller. C'est-à-dire que la personne qui vient sur notre site, elle doit voir tout de suite ce qu'on fait et de quelle manière. Il faut que ce soit hyper clair. Et en fait, ça nous a permis déjà de cadrer notre activité, de cadrer ce qu'on savait faire, parce que notre formation expérience avait pu nous permettre de faire. Et ça nous a permis en fait d'être une première vitrine, parce que personne ne vous connaît, quoi. Et quand vous allez toquer aux portes, bonjour, on vient de monter notre cabinet d'études, si vous avez 2-3 trucs à faire, on est là. Les études sociaux, il n'en est pas tous les jours comme ça. C'est souvent des commandes, c'est souvent du public, donc par appel d'offres. Il y avait un tas de choses qui faisaient que c'était au départ pas évident. Et en fait, au bout de 6 mois, on nous appelle, un peu par le réseau d'ailleurs, on nous appelle en nous disant voilà, on voudrait vous proposer une étude pour un conseil départemental. Est-ce que ça voilà, essayez de nous faire une proposition. Et donc là arrive l'étape de comment on fait une proposition, comment on fait un devis, comment on chiffre déjà, comment on chiffre, combien on estime, etc. Combien on estime que ça va nous prendre de temps, des choses qu'on n'avait jamais fait. Moi, un devis, j'en ai aucune idée. J'ai beau taper devis sur internet, je vois plein de photos de devis et je peux pas en faire un, quoi. Et donc on a fait un premier devis qui nous a été un peu imposé quand même. Un peu imposé, mais c'était d'ailleurs pas plus mal parce qu'au moins on savait combien on pouvait chiffrer, on n'allait pas lui mettre une somme exorbitante et on était sûr que ça allait passer, quoi. Mais voilà, il y a un tas de choses comme la gestion, comme
des choses toutes bêtes, le marketing, la gestion administrative, quand est-ce qu'il faut payer les impôts de l'auto-entrepreneur ou de la société, un tas de choses qui se rajoutent. Et en fait, on se rend compte que plus ça va, plus on fait de l'administratif, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs, et plus la socio, il faut la faire, mais rapidement, quoi. Parce que les terrains, ils sont rapides. Et puis, vous avez un commanditaire qui commence à vous mettre des limites. Parce que voilà, le mémoire, si je veux l'écrire en 1 an, je l'écris en 1 an. Si je veux l'écrire en 6 mois, je l'écris en 6 mois. Mais là, c'est par contre, demain, réunion, ça commence demain. Et à partir d'après-demain, il faut déjà me rédiger le premier rapport que vous devez me rendre. Enfin, voilà, un tas d'incertitudes au départ, mais qui au final nous ont vachement boosté. C'est ça. En fait, on a développé nos compétences de sociologue à la fac, et après il a fallu développer les compétences d'entrepreneur qui sont réelles, hein. C'est-à-dire que la relation client, ça s'invente pas, des marchés, la démarche commerciale non plus, communiquer, ça s'invente pas, enfin voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre. Donc ça se fait comme ça au fur et à mesure, c'est-à-dire que plus on avance et plus aussi on est face à des nouveaux défis. Au début, en tant qu'auto-entrepreneur, je veux dire, la gestion comptable, financière, elle est très légère. Et puis, au fur et à mesure, parce que maintenant, on est une vraie société, depuis plus de 2 ans maintenant. Et donc là, voilà, la gestion comptable, financière, ça devient tout autre chose. Les charges, les taxes, on est dans d'autres problématiques. Et donc, on est obligé d'apprendre, continuer à apprendre, d'évoluer, développer ses compétences. En fait, on avait fait le parallèle entre les difficultés dans lesquelles on est confronté, alors de moins en moins, je l'espère. J'espère avec le temps que ça disparaîtra totalement, même si je suis pas sûr. Mais en gros, les 3 grandes difficultés en fait, de notre situation sont l'incertitude déjà générée par notre statut. Tout à l'heure, quand je parlais de l'opposition entre salarié et entrepreneur, alors ça a un côté cool d'être entrepreneur, on est libre, on fait un petit peu ce qu'on veut, etc. Mais quand on est salarié, on est protégé. Ce qui n'est pas le cas quand on est entrepreneur. Et c'est une vraie question à se poser. Parce que en tant qu'entrepreneur, on est dans une situation très précaire, notamment quand on se lance et quand on est jeune. Donc du coup, nous on l'a pas vu comme quelque chose forcément, ça nous a pas fait plus peur que ça, je crois pas, puisqu'on s'est lancé, et puis encore une fois on était dans des conditions assez favorables, donc il faut le reconnaître, mais des fois ça peut freiner aussi un petit peu, et on se pose la question de oui, mais quand même il faut gagner de l'argent à un moment. C'est bien de développer des idées, mais à un moment il faut gagner de l'argent, sinon on n'avancera pas. Donc il y a cette incertitude là. Ensuite il y a le manque de légitimité. On est jeune, alors même si on est moins jeune que vous maintenant, au début on était vraiment perçu comme jeune, et donc du coup ça peut apporter un peu l'idée auprès de nos clients potentiels de l'inexpérience ou de la jeunesse, ou voilà, le côté vraiment peut-être pas professionnel en tout cas. Et enfin, donc on parlait des compétences à développer en tant qu'entrepreneur. C'est le manque de connaissances dans ce domaine-là. On avait vraiment ces 3 grosses problématiques. Et en fait, de ces 3 difficultés, on a essayé de tirer 3 conséquences positives, puisqu'il faut toujours être optimiste. Déjà, l'incertitude, ça amène une forte satisfaction quand on réussit à signer un contrat ou à réaliser une tâche. Je veux dire, nos premiers contrats, on était tout fiers, alors que bon, c'était 2 petites études, toutes petites, vraiment des trucs, c'est pas grand chose finalement, c'était un peu un gros travail d'enquêteur, mais vraiment sans aucune prétention, mais on était très 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 content de pouvoir le faire. Donc ça apporte vraiment une grande satisfaction personnelle. Après, le manque de légitimité amène un côté à se réfléchir sur des démarches innovantes. Surtout quand on est jeune, on peut avoir un peu ce côté-là. L'innovation, la jeunesse, souvent c'est des termes qui vont ensemble, à tort ou à raison, mais en tout cas, la réflexion sur le développement de démarches innovantes nous a animés. Et puis ensuite, le manque de connaissances nous a poussé à nous ouvrir à d'autres professionnels. Que ce soit pour la gestion de l'entreprise ou pour réussir à s'insérer sur d'autres projets. Parce que, vous le verrez après en vous insérant dans le monde professionnel, la sociologie en tant que telle, c'est une petite partie
des études que l'on réalise. Après, dans des études qui sont sur l'urbain, par exemple, on travaille beaucoup avec des architectes ou des urbanistes, etc. Et donc, on fait une espèce d'équipe pluridisciplinaire. Et donc, du coup, on s'est ouvert à beaucoup d'autres disciplines pour essayer de trouver de nouvelles opportunités. Donc, ça rejoint un petit peu la philosophie de notre agence, parce que, comme l'a très bien décrit Valentin, on a été obligé de se poser, et on le fait régulièrement, pour se dire, ok, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose. Et en fait, notre orientation, ça a été justement de ne pas choisir de spécialisation. Nous n'avons pas une thématique en particulier. On a décidé de vendre une expertise en méthode d'enquête. Donc, du coup, ça nous permet d'aborder plein de thématiques différentes. On a travaillé sur des trucs en rapport avec la jeunesse, en rapport avec l'urbain, en rapport avec l'environnement et l'énergie, la consommation de drogue, enfin beaucoup de choses. Donc ça c'est vraiment le côté positif de cette orientation-là. Par contre, derrière, ça amène certains problèmes et notamment la légitimité. Quand on est spécialisé sur une thématique, c'est peut-être plus facile de trouver des contrats, puisque du coup on est plus facilement reconnu comme expert ou spécialiste tout simplement. Donc on fera plus facilement appel à nous. Vas-y. On s'est spécialisé en technique d'enquête, parce que c'est ce qu'on savait faire, parce que notre formation nous avait permis de faire, et parce qu'on n'avait pas fait un master de sociologie urbaine ou de sociologie, je sais pas, de l'enfance et de la famille par exemple. Et donc en fait on s'est dit voilà, et en observant surtout les gens avec qui on discutait, qui en fait ne savaient pas ce qu'étaient vraiment les techniques d'enquête. Un questionnaire, oui, on va faire 5-6 questions et puis on va le faire tourner avec des modalités complètement différentes entre les questions. Enfin, les gens qu'on rencontrait ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'était un vrai questionnaire, comment mener un entretien. C'est-à-dire que mener un entretien, c'était avoir une discussion avec une personne et puis avec des grandes thématiques, mais voilà, se laisser complètement submerger par la personne qui était en face. Donc on avait face à nous des gens qui avaient du mal à gérer ces techniques d'enquête. Et donc on a décidé de se spécialiser là-dessus. Et voilà, en gros, nous, on réalise vraiment deux types d'enquêtes. Soit les enquêtes où vraiment on fait tout de A à Z, ce qui passe souvent par des appels d'offres. Donc recherche d'appels d'offres, c'est-à-dire que tous les jours on va sur les sites d'appels d'offres, on a des alertes pour voir est-ce qu'il y a un appel d'offres qui est tombé, qui pourrait nous concerner, qui nous intéresse. Donc réponse à appel d'offres. Soit des réalisations d'enquête de uniquement le terrain. C'est-à-dire que certaines personnes nous appellent en nous disant voilà, on ne sait pas faire des entretiens, mais on voudrait faire des entretiens sur telle thématique, ou on voudrait construire un questionnaire pour toucher telle population. Est-ce que vous pouvez créer ce questionnaire? Est-ce que vous pouvez le monter? Est-ce que vous pouvez saisir les données? Des fois on fait juste, par exemple, la passation d'entretien et la retranscription, et on ne fait pas du tout l'analyse. Ça dépend vraiment, c'est un peu à la carte. Mais par exemple, là dernièrement, on a fait ça sur une enquête sur la radicalité, où on a fait la passation d'un questionnaire auprès de 7000 lycéens, et ensuite une vague d'enquête d'entretien sur à peu près 70 entretiens. Et donc en fait les personnes qui avaient besoin de ça saisissaient, s'occupaient de toute l'analyse, et nous on s'est occupé de tout ce qui était construction des outils et passation des entretiens et des questionnaires. Juste sur la radicalité religieuse et politique des jeunes, donc de jeunes lycéens, pour le sujet. Une enquête menée en collaboration pour le GEMAS. Pour le GEMAS. Le laboratoire dont nous dépendons toutes et tous en tant qu'enseignants-chercheurs. On a fait la même type d'enquête dernièrement sur la consommation de drogue chez les jeunes, donc entre 12 et 17 ans. Oui. Et donc là, la personne nous appelle en nous disant voilà, j'aimerais mener une enquête sur la consommation de drogue ou la non-consommation de cette tranche d'âge, mais par contre je ne sais pas du tout comment les toucher. Donc voilà, je veux 60 entretiens pour dans 4-5 mois sur cette population-là.
Donc là, il faut trouver des techniques pour essayer de choper des jeunes qui consomment ou qui ne consomment pas. Et encore une fois, on ne fait que la prise de contact, la réalisation de l'entretien et la retranscription. Et sinon, donc, on fait de l'appel d'offres avec une proposition qui nous a envoyée ou qui nous est faite. Voilà, on voudrait interroger telle problématique. Donnez-nous un chiffre, une proposition, et là on est mis en concurrence avec plusieurs entreprises, soit dans notre domaine, soit dans des domaines complètement différents. Et ça représente à peu près, 40% de notre activité à peu près. Tu veux dire en termes de temps? Ouais. Et donc là, par exemple, on a terminé il y a 2 ans, et on vient de terminer là, une étude pour la Cité des Sciences sur ce type de procédure, où il fallait relever toutes les questions qui étaient posées aux agents d'accueil, donc les gens qui reçoivent le public, suite à l'ouverture d'un centre commercial juste à côté, pour voir l'impact qu'avait le centre commercial sur les questions posées aux agents d'accueil. Et donc, voilà, la problématique, c'était ça. Comment mesurer l'impact du centre commercial qui est ouvert à côté sur les agents d'accueil, développer la méthodologie que vous voulez et proposez-nous un prix. Et donc là, il faut évaluer, la technique, le temps qu'on va passer. Alors, des fois, il y a des sujets très sociologiques. Des fois, il y en a des moins comme celui-ci. Pour le coup, c'est vraiment de la technique d'enquête. Et donc, là, on est mis en concurrence. Alors, est-ce qu'on a fait le bon prix? Est-ce que le prix est pas trop cher? Est-ce que nos concurrents ils vont mettre le prix à peu près au même curseur? Est-ce que c'est le prix qui va être déterminant sur l'appel d'offres, ou est-ce que ça va être la méthodologie qui va être mise en place? Il y a plein d'incertitudes. Donc voilà, on essaye de caler au plus près de ce qui nous paraît une bonne offre. Et après, voilà, par exemple, il y a des sujets comme en Balagne. Là, on a fait une étude en Corse sur les nouveaux arrivants en Corse, dans une région de la Corse, la Balagne. Et donc là, la question c'était qui sont ces nouveaux arrivants sur le territoire? Comment ils utilisent le territoire? Comment ils utilisent le territoire, qui ils sont, est-ce qu'ils comptent rester là longtemps ou pas longtemps? Et donc il fallait monter toute une méthodologie et pareil, donc un dossier et un budget sur cette thématique-là. Cet exemple, il est intéressant parce que ça a l'air cool comme ça, un terrain en Corse, et je vous assure, ça l'est, mais ça coûte cher. Et donc du coup, quand on fait une proposition pour un client, eh ben voilà, il faut trouver le juste équilibre entre ce qui va nous permettre de collecter suffisamment de données pour avoir un produit acceptable, en tout cas une analyse qui va permettre d'être utilisable pour le client, et en même temps voilà, il y a cette tension avec les coûts. On n'a pas pu passer 6 mois en Corse. Malheureusement, la sociologie ne permet pas encore aux clients de mettre autant d'argent sur la table. Donc du coup, il faut trouver un juste milieu entre l'efficacité du terrain, le peu de temps qu'on va avoir sur le terrain, le prix qu'on va proposer et la qualité du produit final en fait. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur votre terrain, c'est-à-dire vraiment la problématique de se dire ok, on a 4 mois pour créer de la donnée. Moi, ça m'a fait sourire parce que quand on a 4 mois pour créer de la donnée, c'est génial. 4 mois, c'est très très long en fait. En tant que sociologue professionnel, On s'est rendu compte que 4 mois, c'était... Oui, bien sûr. Parce qu'avant, 4 mois, on ne pouvait rien faire en 4 mois. C'est ça. Et, au final, les enquêtes qu'il y a, quand il y a 4 mois, on peut faire des trucs de fou. On peut faire des trucs de fou. En tout cas, on peut tout inventer. Et en fait, derrière, il faut pas oublier que les demandes de commanditaires comme ça, c'est très appliqué. C'est là où on rentre dans la sociologie appliquée en fait, avec des objectifs opérationnels. C'est-à-dire qu'on pose une question précise sur une population, sur un territoire, sur des pratiques. Derrière, on veut des résultats opérationnels, c'est-à-dire des conseils, des pistes d'action, des préconisations sur la question qui est posée. Et donc là, en fait, on a tout un travail
Finalement, on doit vraiment cibler notre travail sur la question qui est posée. Donc du coup, on se coupe beaucoup de toute la réflexion autour d'une population, autour d'une pratique ou d'un territoire, et on doit vraiment sélectionner ce qui est essentiel. Ça fait des économies de temps, d'argent aussi pour le commanditaire. Et c'est un petit peu la grande problématique, problématique ou pas d'ailleurs, mais en tout cas de la sociologie appliquée. C'est ce qui nous amène en fait à parler de la sociologie appliquée comme une sociologie adaptée. Adaptée déjà à la temporalité, on va pas y revenir. Adaptée aussi au discours et à la compréhension par le commanditaire. Alors en fait, derrière cette idée-là, il y a l'idée que la sociologie, c'est pas... là, on évolue en fait dans un microcosme en fait quand on est à la fac en sociaux, et on a l'impression qu'on comprend tous ce qu'est la sociologie, heureusement. Par contre, à l'extérieur, c'est pas aussi facile. Et finalement, on se rend compte que très peu de gens connaissent la sociologie, en tout cas à quoi elle peut servir et ce qu'elle peut apporter. Et donc du coup, quand on arrive, nous, avec notre proposition, si on ne s'adapte pas finalement à notre potentiel client, on va vite être mis de côté. Donc il faut réussir à vendre de la sociologie en la faisant passer pour quelque chose qui des fois n'en est pas, ou en tout cas on n'aurait peut-être pas utilisé ces termes-là si on parlait à quelqu'un qui était habitué à ces sujets. Donc c'est toujours un travail d'adaptation finalement de notre discipline à notre commanditaire. En fait, on se rend compte qu'il faut aussi, une chose qu'on ne se rendait peut-être pas forcément compte au départ, mais il faut en plus la traduire. C'est-à-dire que le commanditaire, la personne qui fait une commande dans un conseil départemental, la sociologie, elle ne sait pas ce que c'est. Elle sait qu'on fait des enquêtes, des choses comme ça, mais même le vocabulaire qui nous paraît banal, parce que pour nous un questionnaire, c'est un questionnaire, on sait ce que c'est. Il nous est arrivé pendant 1 heure en réunion d'avoir le terme questionnaire, et en fait la personne nous parlait d'entretien. Ouais, mais quand vous allez réaliser vos questionnaires, ce sera simple, vous allez rencontrer machin. Et alors on était en train de penser, mais alors on va faire un questionnaire, mais c'est pas du tout le but de l'enquête. Et au bout de 3/4 d'heure, on lui dit, mais attendez, vous appelez quoi par questionnaire? Et en fait, elle nous parlait d'un entretien pendant 3/4 d'heure. Et en fait, on se rend compte, au quotidien, maintenant, ce qu'on fait à chaque début d'enquête, lors de la réunion de lancement, on fait une espèce de... C'est pas un cours, mais voilà, en disant, voilà, il y a des mots qui sont utilisés, que nous, on utilise d'une certaine manière, que vous utilisez peut-être d'une autre. Et on aplatit tout pour qu'on parte directement sur les bonnes bases, parce que il y a besoin, quasiment tout le temps, de ce travail. Alors de plus en plus, il y en a qui sont sensibilisés à la sociologie, qui comprennent, mais... Il faut poser les termes du sujet. Mais voilà, on pose directement les termes en disant, voilà, un questionnaire, c'est ça. Un entretien, c'est ça. Si on fait de l'observation, ça va ressembler à ça. Si on fait de la photographie, on pourra obtenir tel type de données. Mais on est obligé de poser les bases, quoi. Voilà. Et la troisième adaptation, c'est le contexte dans lequel l'étude est réalisée. On l'oublie souvent en fait quand on est en train de réaliser un mémoire, une recherche, etc. On a une forme de liberté en fait dans la conception de l'enquête. On a le temps, on peut aller voir un peu là où la recherche nous guide. Quand on est en sociologie appliquée et qu'on a un commanditaire, en fait, on rentre dans une organisation de travail particulière. Et donc, du coup, l'étude, elle rentre dans ce cadre-là. Notamment dans le cadre d'organisations un peu lourdes comme des grandes administrations. Donc là, pour le coup, nous, on a l'exemple de conseils départementaux avec qui on travaille, 2 conseils départementaux. Vous savez tous ce qu'est un conseil départemental, j'espère. Les anciens conseils généraux. Donc c'est une collectivité territoriale qui s'occupe, qui a comme domaine de compétences que gère le département. Et en fait, ce sont des grosses administrations avec tout ce que ça implique. Et une étude qui est menée dans ce cadre-là, en fait, est menée dans le cadre de leur organisation. Ce qui veut dire que les temps de validation des méthodes d'enquête, donc des questionnaires, des choses comme ça, passent par leur circuit de validation et hiérarchique, etc. Donc du coup, nous, on se dit, on va faire passer un questionnaire, c'est facile, on leur propose le questionnaire, ils nous le valident. Ça devient toute une histoire et ça peut vraiment faire retarder les choses. Et donc du coup, on est sur ces tensions un petit peu
tout le temps en train de jongler entre ce que l'on veut pour l'étude, pour que ça fonctionne, pour qu'on ait des bonnes données, et en même temps ce qu'il faut poser ou non comme question, parce que la hiérarchie a décidé que ce seraient des bonnes questions ou des mauvaises questions. D'ailleurs, à tort ou à raison, parce qu'il y a des questions qui se posent, des fois on ne comprend pas, mais c'est lié finalement à l'organisation de travail. Ce qui fait que finalement, quand on réalise des études, parfois on étudie plus le contexte dans lequel on réalise cette étude que l'étude en elle-même. Les résultats sont des fois plus intéressants en fait sur comment le commanditaire traite un sujet plutôt que le sujet en lui-même. Pour donner un exemple, on travaille actuellement sur l'amélioration des pratiques environnementales au travail, donc les éco-gestes, si vous voulez, c'est-à-dire le fait d'économiser l'énergie sur son lieu de travail. Donc c'est tout ce qui est penser à bien éteindre la lumière, son ordinateur, mettre en veille, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Et donc l'idée c'est de mettre en place des actions de sensibilisation, de formation, etc. auprès des agents qui travaillent dans les conseils départementaux pour qu'ils réalisent plus d'éco-gestes, en tout cas qui pensent à économiser l'énergie dans le cadre de leur travail. Ça, c'est l'objectif premier de nos recherches. Donc c'est intéressant, on va travailler auprès des agents, on va voir comment ils travaillent, on va observer, on va s'entretenir avec eux. Donc il y a tout un dispositif d'enquête en fait qui est mis en place et donc qu'on exploite derrière, qui vont nous faire sortir des données et on va pouvoir dire ok, telle piste de tel type de sensibilisation s'adaptera peut-être mieux à ce type d'agent plutôt qu'à ce type d'agent-là qui ne travaille pas du tout de la même manière. Et on va leur proposer derrière tout un panel d'actions. Donc ça c'est bien, c'est l'étude. Le problème, c'est que en se heurtant à toute l'organisation de travail et le circuit de validation, etc., on se rend compte que la hiérarchie en elle-même porte ou non ces enjeux. Et en fonction que ces enjeux sont plus ou moins politiques, on va avoir des leviers ou des freins qui vont comme ça au fur et à mesure se déclarer dans l'étude. Et au final, on a plus de résultats sur comment le conseil départemental prend en compte la question des économies d'énergie et des éco-gestes dans le cadre de son travail en tant qu'institution ou le développement durable de manière plus générale, plutôt que des résultats sur comment les agents pratiquent l'énergie sur le travail alors qu'ils ont finalement très peu la main, à part éteindre la lumière et leur ordinateur, ils ne peuvent pas faire grand-chose sur les bâtiments qu'ils occupent. Donc voilà, c'est cette tension-là. On pense notamment, parce que là on est dans des équipes pluridisciplinaires, éventuellement écrire un article là-dessus parce que ça nous semble suffisamment intéressant pour pouvoir écrire dessus. Parce qu'au final on se rend compte que peut-être les plus gros freins ou les plus gros leviers à l'application du développement durable dans des institutions, c'est pas tellement le comportement des gens qui y travaillent, mais plus les structures organisationnelles qui empêchent le développement de ces pratiques, sans faire de conclusion hâtive. Ah oui, donc voilà, en fait c'est ça, c'est que en tant que sociologue, qu'on le veuille ou non, on a une approche critique, c'est-à-dire que on va amener sur la table des données, une analyse qui va faire se poser des questions à notre client. Le but c'est qu'on lui fasse se poser des questions. Est-ce qu'on agit de la bonne manière pour traiter telle problématique? Et nous, on va apporter des pistes de réflexion autour de cette question-là. Et cette remise en question, ça amène aussi la question du changement de pratique. Du coup, pour être plus efficace, il faut que je change mes pratiques. Et en fonction de l'organisation, on n'est pas forcément prêt à changer. Et donc, c'est là où la tension se situe entre notre approche où on parle à un client et où on va le remettre en question et il a plus ou moins envie de se remettre en question. Donc, vous sentez bien la tension qu'il peut y avoir là dans notre positionnement. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? C'était merci bien. beaucoup. Merci à tous. Merci pour la transparence avec laquelle vous avez raconté votre parcours. Peut-être qu'il y aura des questions concrètes sur votre parcours encore. N'hésitez pas. Une mention un peu la cuisine de votre